Voilà, je parlais de trio, donc je me présente rapidement. Je suis Valérie Chamois, je travaille aux Hospices civils de Lyon. Je vais laisser mes collègues se Véronique présenter. Kaoro, je suis au CHU de Bordeaux. Et Isabelle Lopez, je suis à Paris, hôpital Cochin. Voilà, donc on va. Le titre de notre atelier est un peu long, néanmoins, je vais vous le présenter. Le congrès de la SFPC est centré sur la notion du parcours patient. Et ce matin, ce qu'on vous propose, c'est de réfléchir sur la problématique du parcours patient de patients atteints de maladies rares. Et on va prendre un exemple spécifique que nous connaissons bien, qui est celui de l'hémophilie. Mais au-delà de l'hémophilie, et ça sera un petit peu, sans dévoiler la fin de l'atelier, nous vous proposerons de réfléchir aux maladies rares en général, puisque là, on va essayer de réfléchir à un processus, bien sûr, qui doit être contextualisé à chaque fois, puisque dans chaque domaine a des spécificités dont il faut tenir compte. Néanmoins, cette problématique de maladies rares est importante à prendre en compte pour nous, pharmaciens et pharmaciens cliniciens, puisque, y compris dans la perspective d'un lien ville-hôpital, très clairement, ces patients vont également être concernés par ces passages en ville ou ces prises en charge en ville ou en ambulatoire. Donc, c'est dans ce contexte qu'on se situe. Voilà nos liens d'intérêt. Alors voilà, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est effectivement le bootclub, mais je le remettrai tout à l'heure au moment de la question. Vous voyez qu'on peut se connecter soit par mail, soit par SMS, et vous verrez, normalement, ça permet une bonne interaction. Donc on verra tout à l'heure, ça va être reprojeté. Donc voilà, donc l'atelier va se dérouler en plusieurs étapes. On va contextualiser, là, puisqu'on parle néanmoins... Même si on va généraliser, on va parler néanmoins d'hémophilie. Donc, on va vous donner quand même quelques éléments de contexte. On va essayer, la majeure partie de l'atelier va concerner l'analyse d'un cas clinique que l'on va vous proposer. Où là, on espère qu'il y aura une interaction, qui est le cas d'un patient hémophile âgé. Et enfin, on fera une synthèse de nos échanges. Et on vous proposera éventuellement quelques outils qu'on pourra partager éventuellement après l'atelier et après le congrès. Et après, effectivement, ça sera peut-être l'occasion d'avoir des contacts avec vous et de travailler avec notre groupe, le groupe Permédès de la SFPC. Alors, au niveau contexte, au niveau des maladies rares, il est vrai que la France a été un pays très novateur en matière d'organisation des soins et de problématiques liées à la prise en charge de ces maladies rares. En effet, nous sommes actuellement à la réalisation du 3e plan national maladies rares, qui a en fait permis la mise en œuvre en fait d'une organisation sur le territoire, organisation des soins, organisation en amont du diagnostic et organisation des traitements. L'État français a été suffisamment novateur pour que finalement le concept soit copié au niveau de l'Europe. Donc c'est une démarche qui maintenant désormais fonctionne à l'échelle européenne. En tous les cas, la volonté politique y est. Parallèlement, on observe dans le domaine de notre cas précis traité ce matin, effectivement, une amélioration, une évolution des thérapeutiques, ce qui est vrai dans beaucoup de domaines aussi thérapeutiques. Mais concrètement, là, par exemple, dans l'hémophilie, effectivement, on va être face à 2 révolutions majeures que sont l'évolution des schémas d'administration, on verra dans quel contexte, également une évolution des voies d'administration. Par ailleurs, du fait d'une part de ces évolutions des thérapeutiques, de l'évolution de leur de leur accessibilité, eh bien, c'est vrai qu'on a une augmentation de l'espérance de vie de ces patients, ce qui est une très bonne chose, mais du coup, on se retrouve finalement confronté à des problématiques auxquelles on n'était pas confronté du fait d'une espérance de vie peut-être moindre. Donc on est confronté à des problématiques telles que comment gérer et comment prendre en charge ces patients dans un contexte de vieillissement, par exemple. Donc se pose la question également du passage vers une prise en charge ambulatoire accélérée. Donc l'hémophilie, on va passer rapidement parce que vous le savez, je pense tous, de manière quand même assez précise. Finalement, c'est une maladie hémorragique constitutionnelle qui répond à la définition des maladies rares, même si dans le contexte des maladies rares, ça fait partie d'une des pathologies les plus fréquentes.
Néanmoins, elle répond bien à la définition de pathologie maladie rare. Actuellement, donc, il y a un registre national extrêmement performant qui s'appelle FranceCoag, qui permet de répertorier sur le sol national tous les patients atteints de pathologies hémorragiques rares, qui s'appelle FranceCoag, et qui dénombre, fin 2017, à peu près 6000 patients hémophiles répertoriés dans le registre, toutes sévérités confondues. Donc vous savez que c'est une maladie hémorragique secondaire à un déficit en coagulation, donc on en distingue deux, l'hémophilie A, l'hémophilie B, que c'est une transmission récessive liée au sexe, qui néanmoins, donc on observe un certain nombre de cas sporadiques, en dehors de tout contexte, on va dire, familial. Et globalement, les grands principes de la prise en charge thérapeutique sont liés à, à une problématique liée à une prise en charge à court terme, puisque par rapport à des contextes hémorragiques urgents, aigus, etc., on doit effectivement traiter les patients dans un contexte d'urgence, et vous verrez qu'on y fera allusion, parce que c'est une problématique à laquelle nous sommes confrontés de temps en temps. Et puis, il y a aussi des prises en charge à moyen et à long terme. Et là, c'est une pathologie intéressante, puisque nous devons, dans ce contexte d'une prise en charge à moyen et à long terme, interagir très fortement avec tous les professionnels et surtout avec les patients. Et dans le domaine, les patients, l'Association française des hémophiles, pour la citer, sont des gens extrêmement dynamiques. Je pense qu'hier, vous avez participé à la plénière et vous avez vu l'intervention du patient. Eh bien, il y a également une grande réflexion de leur part concernant leur rôle, leur positionnement. Ça fait partie des gens qui ont été très moteurs dans la notion, par exemple, du patient expert en éducation thérapeutique. Et nos programmes d'éducation thérapeutique les intègrent complètement. Donc, ils font partie du paysage. Et c'est une pathologie d'autant plus particulière que nous est favorisée une prise en charge à domicile, qui est complexifiée par le fait que la voie d'administration actuellement est une voie intraveineuse. Donc, il y a un long cheminement à faire pour que ces patients deviennent autonomes. Et je vous rappelle que, ou je vous le dis, dans la plupart du temps, chez les enfants, ce sont les parents qui apprennent à injecter les enfants. Donc, et ça, on est dans un contexte d'un geste qui est délégué, puisque la voie intraveineuse, normalement, elle est réservée au personnel médical et personnel soignant. Donc là, on est dans une démarche très, très aboutie et qui va très loin. Donc c'est un acte délégué, donc qui nécessite un contexte de prise en charge et d'apprentissage tout à fait particulier. Pour mémoire, donc on distingue 3 types de sévérité de la pathologie en fonction du déficit en facteurs. Plus complexe, une petite notion aussi importante à préciser, ça c'est l'aspect biologique, qui est souvent corrélé à la sévérité des épisodes. Mais c'est parfois plus complexe puisque on parle finalement de phénotypes plus ou moins hémorragiques, et c'est parfois on est face à des situations où des patients sévères d'un point de vue biologique vont avoir un profil hémorragique, on va dire, plutôt léger, par rapport à des patients dits étiquetés modérés, d'un point de vue biologique encore, et qui, eux, vont présenter un profil hémorragique beaucoup plus sévère. Donc vous voyez que les choses sont parfois un peu plus complexes. Donc on essaye de comprendre, il y a probablement des liens avec l'anomalie génétique en cause chez ce type de patient. Alors ça, c'est tout le panel des médicaments dont on dispose ou dont on va disposer rapidement. En ce qui concerne le facteur 8, alors c'est un peu un feu d'artifice au niveau couleur. On le réévoquera. Simplement, ce qu'on peut dire déjà là, en facteur 8, par exemple, eh bien, on est dans un premier paradoxe, parce que par rapport à une maladie rare, vous voyez qu'effectivement, on a à disposition sur la droite de la diapositive un certain nombre de spécialités pharmaceutiques. Et ça, c'est une bonne chose, mais c'est une réalité actuelle et ça va poser un certain nombre de questions. Pour le facteur 9, c'est la même chose. Bon, on ne l'a pas redit, mais c'est une notion que vous avez. Vous savez qu'il y a à peu près 85% d'hémophilie A pour 15% d'hémophilie B. Donc il y a moins effectivement, en parallèle, moins de traitements ou de spécialités pharmaceutiques disponibles. Toujours dans les éléments de contexte, eh bien, les traitements finalement consistent à être pour l'instant un traitement substitutif. On va substituer la protéine manquante selon 2 schémas. Donc,
À gauche, le traitement dit à la demande. On saigne, on a un épisode hémorragique, on va traiter. Donc ça, c'était le traitement, on va dire, historique, plus ou moins. Et maintenant, effectivement, ce qui est prégnant, c'est le traitement prophylactique, particulièrement dans les populations pédiatriques. L'idée étant de ne pas attendre d'avoir les épisodes hémorragiques. L'idée, c'est de rendre finalement le patient, on va dire, à minima, on va dire, modéré, c'est-à-dire avec un taux résiduel toujours au-dessus de 1%. Alors ça, c'est contesté, on ne sait pas forcément, mais globalement, c'est le concept, c'est de garder ce taux qui permette de protéger les patients de tout épisode hémorragique et de tout événement aussi qui peuvent avoir un impact à long terme sur le pronostic fonctionnel, puisque ces patients saignent dans leurs muscles, mais saignent également dans leurs articulations, ce qui conduit à des hémarthroses. Et les hémarthroses, à long terme, si on ne les prend pas en charge, eh bien, conduisent à la mise en place de prothèses, à des âges très précoces de la vie, etc. Donc l'idée, c'est d'éviter tout ça. Alors ça, maintenant, il y a la prophylaxie, c'est vraiment le gold standard, c'est quelque chose qui a bien été établi, et ça nécessite donc des injections régulières, alors qui vont de 1, 2 à 3 injections par semaine pour le facteur 8, par exemple, voire plus fréquemment quand on a un profil hémorragique beaucoup plus sévère. Donc ça, c'est des échanges. Alors, les choses ont évolué, et désormais, c'est bien, les recommandations sont bien établies. Les Français, alors chaque pays se réapproprie, on va dire, les recommandations, et les Français se sont réappropriés aussi ces schémas prophylactiques. Et globalement, l'idée, c'est de démarrer précocement et d'intensifier progressivement la prophylaxie, puisque, évidemment, on va essayer de voir quel est le phénotype hémorragique. On ne va pas passer tout de suite à 3 injections par semaine. Chez les tout petits, on démarrera à 1, voire 2. Vous voyez, c'est les différents paliers que l'on propose. Donc tout ça est extrêmement bien codifié. Alors l'évolution des thérapeutiques, on y faisait allusion tout à l'heure. La première auquel on est confronté, c'est effectivement le concept d'allongement de la durée de vie des facteurs, au moyen de plusieurs techniques, soit grâce à des protéines de fusion du type fusion au fragment FC pour le facteur 8. Pour le facteur 9, il y a aussi une fusion au fragment FC et fusion à l'albumine. On a les techniques aussi de pégylation, qui donc permettent, du fait de cet allongement de la demi-vie, l'idée c'est de diminuer, d'alléger les schémas posologiques en diminuant le nombre d'injections qui, je vous le rappelle, sont toujours par voie intraveineuse. L'idée, c'est de mettre en point aussi de nouveaux modes d'administration, et c'est l'avènement, et on va le voir rapidement au niveau de l'approche conceptuelle qui évolue, c'est de mettre à disposition des médicaments efficaces par voie sous-cutanée. Donc là, on change aussi, puisqu'on va faciliter l'administration du médicament au quotidien. Et puis, c'est vers une modification conceptuelle complètement différente pour améliorer l'efficacité coagulante des facteurs, modifier les protéines pour, jouer sur tous les tableaux et améliorer et faciliter la prise en charge. Donc ça, c'est une illustration qui vous décrit simplement effectivement les protéines de fusion, soit pour le facteur 8, soit pour le facteur 9. Ça, ce sont quelques données de la littérature qui vous démontrent qu'effectivement, le concept d'allongement de la demi-vie pour le facteur 8. Pour le facteur 9, vous verrez qu'effectivement, là, donc on voit bien, c'est au niveau, soit sur la forme pégylée ou la forme fusionnée à l'albumine. Vous voyez que la courbe rouge, c'est les formes à demi-vie modifiées. Et on voit que très clairement, autant pour le facteur 8, la différence n'est pas très probante. En tous les cas, voilà. Pour le facteur 9, effectivement, l'allongement de la demi-vie, là, est très important. Et on va aller vers des évolutions de schémas thérapeutiques qui vont aller de 1 à 2 injections par semaine à 1 injection tous les 15 jours. Donc vous voyez, l'impact est majeur là, à ce niveau-là en termes de modification des schémas thérapeutiques. L'évolution aussi des données démontre qu'effectivement la recherche évolue. Pour l'instant, on était sur une démarche substitutive. On va substituer la molécule ou la protéine manquante.
Maintenant, on va avoir une autre approche qui va en fait jouer sur la cascade de la coagulation qu'on a tous appris, n'est-ce pas? On a peut-être oublié. L'idée étant que, alors c'est symbolique, hein, mais donc on va essayer d'agir la protéine majeure, c'est bien la thrombine, et on va essayer potentiellement d'agir soit en aval, soit en amont de la thrombine. Et la première voie de recherche, c'est effectivement la voie qui interagit sur le couple facteur 9, facteur 10, pour shunter l'effet du facteur 8, et ça va se faire par le biais d'un anticorps qui est en cours de développement clinique, qui va mimer cette action. Et c'est l'anticorps qui s'appelle l'hémicizumab, pour aide mimétique zumab, donc qui va venir effectivement mimer cette action et qui va permettre d'agir et de favoriser le processus de coagulation. Donc cet hémicizumab, qui est en cours de développement clinique, est administré par voie sous-cutanée. Autre façon d'intervenir, vous savez que la coagulation, c'est une cascade ce sont des protéines qui permettent de coaguler. Et vous savez que c'est un savant mélange entre coagulation et décoagulation. Et que si nous avons 2 protéines telles que le TFPI et l'antithrombine, 3, qui, elles, sont des protéines inhibitrices de la coagulation, qui sont des protéines physiologiques. Et là, l'idée, c'est que finalement, d'interagir au niveau de ces protéines pour agir sur la balance, on va dire, inhibitrice de la coagulation. Voilà, donc ça, ce sont d'autres approches. Et ces inhibiteurs anti-TFPI et antithrombine sont aussi des molécules qui sont actives par voie sous-cutanée. Donc là, par rapport au panel qu'on a présenté tout à l'heure, on retrouve la même chose. On a encore des choses en développement clinique. Alors à la fois des facteurs 8, pour le facteur 8, vous voyez, en bas à droite, et puis les autres approches thérapeutiques que sont les l'hémicizumab ou les anti-TFPI. Voilà. Et puis, pour le facteur 9, alors le facteur 9, on arrive un peu au bout du processus et on est en cours de mise à disposition des médicaments à demi-vie allongée. On aura aussi l'anti-TFPI et la thérapie génique à laquelle on va faire allusion, puisqu'effectivement, l'étape ultérieure, on va dire, de la recherche clinique en matière d'hémophilie, c'est effectivement la thérapie génique, puisque l'hémophilie est un excellent modèle pour la thérapie génique, puisque c'est une maladie monogénique. Voilà. Il y a beaucoup d'essais en cours. La recherche en thérapie génique est repartie. Et donc, c'est une voie de recherche importante. Et les premiers essais cliniques vont démarrer en France dans les mois qui arrivent. Pour l'instant, ça n'a jamais été testé en France. Donc, pour synthétiser tout ce que je viens de dire, on a une évolution des schémas posologiques, on a une évolution des voies d'administration et on a une augmentation de l'espérance de vie. Donc, effectivement, on est confronté à des patients atteints de cette maladie rare qui deviennent âgés et qui sont néanmoins aussi en parallèle, finalement, atteints de diverses pathologies cardiovasculaires, diabète, cancer, etc. Donc c'est là où nous allons bien sûr aborder notre cas clinique, qui va être le cas de Monsieur B. Voilà, donc là on va commencer le cas clinique. Donc Monsieur B, 71 ans, est parti quelques jours à la campagne. C'est un hémophile A sévère, sans inhibiteur. Son poids est de 70 kg. Il était avant sous un facteur 8 recombinant à demi-vie normale, par rapport à ce que vous a dit Valérie, par rapport aux demi-vies allongées, 3000 unités à la demande. En août 2017, il a été passé sous le facteur 8 recombinant à demi-vie allongée à 3000 unités tous les 4 jours. Donc il est passé d'un traitement à la demande à un traitement en prophylaxie. Le dimanche 24 septembre 2017, M. B se présente aux urgences proche de son lieu de vacances. Son genou gauche est très douloureux, gonflé et chaud, avec une limitation de la marche. La dernière injection de son médicament, son facteur 8, anti-hémophilique, a été faite le vendredi
matin, le 22 septembre. Alors, si on regarde un petit peu les antécédents de M. B. Alors, il a des antécédents tout d'abord chirurgicaux. Il a eu, comme beaucoup d'hémophiles de son âge, des prothèses totales de genou droite en 2007, qui a été changée en 2012, une prothèse de genou gauche en 1997, une prothèse totale de cheville droite en 2011, ce qui est souvent le cas des hémophiles de cet âge-là, parce qu'ils n'ont pas eu accès à la prophylaxie comme d'autres hémophiles. Il a une cataracte, il a eu une hernie inguinale gauche et une cholécystectomie. Au niveau de ses antécédents médicaux, une hépatite B considérée comme guérie, une hépatite C chronique traitée plusieurs fois et actuellement guérie, avec une fibrose minime. Syndrome d'apnée du sommeil d'origine centrale non appareillée. Il a une hypertension modérée, un asthme, une BPCO. Et il a été hospitalisé en mai 2017 pour un syndrome coronarien aigu, sans sous-décalage du segment ST, avec une FEVG à 45% ayant nécessité un double pontage arto-coronarien. Donc un patient, qu'on peut dire de son âge, classique. Il est hémophile, mais vous voyez qu'il a d'autres pathologies associées. C'est un cas réel. Hein. Voilà, c'est un cas réel. Alors, on ne revient pas sur l'hépatite B et l'hépatite C, parce que c'est un patient de 71 ans, donc avec toute l'affaire qu'on a pu avoir de sang contaminé il y a quelques années. Alors, la première question. Donc, Valérie va vous rappeler les modalités. Alors, peut-être avant de dire la question, rappelle les modalités, Valérie. Merci. Alors, saisissez-vous de votre téléphone. C'est là où on va voir si ça fonctionne. Alors, si vous voulez fonctionner par SMS, en fait, il faut que vous envoyiez au numéro 06 44 60 96 62 @Orlix. Orlix, O-R-2-L-I-X. Vous avez tous SMS illimité. Une fois que vous l'avez fait, vous nous dites. Sinon, pour ceux qui n'ont pas SMS illimité, vous avez le forfait. Vous avez la possibilité d'aller sur le site. Juste un petit détail, il faudra que vous pouvez saisir autant de numéros que vous voulez. Après, c'est les numéros de questions, bien entendu. Mais il faudra que vous les espaciez. Vous voyez, hein, envoyez vos réponses séparées par un espace au même numéro. Au numéro 06 44 60 96 62. C'est bon ? Vous avez déjà envoyé en ligne ? Ils ne renvoient rien. Quand vous envoyez, ils n'envoient pas de réponse. Hein. D'accord ? N'attendez pas une réponse quand vous avez envoyé Orlix. Hein. C'est bon ? Non ? C'est bon ou pas ? On vous laisse le temps. Hein. Dites-nous quand c'est bon. Il y en a... C'est juste pour vous apprendre à utiliser les SMS. Alors, je vais vous redire le numéro 06 44 60 96 62. C'est bon ? Alors, si c'est bon, on va rentrer dans la première question. On va dire, rappelle-nous. Alors, quels sont les éléments importants que le patient peut avoir avec lui pour une prise en charge optimale aux urgences ? Je vous rappelle qu'il arrive, il est sur son lieu de vacances, il n'est pas à côté de chez lui. Alors, la première réponse, 1, sa carte d'hémophile. Réponse 2, les derniers examens radiologiques du genou ou de ses genoux. Dose d'urgence de facteurs anti-hémophiliques. Les coordonnées du centre régional de traitement de l'hémophilie ou du centre de traitement de l'hémophilie, avec notamment celle du médecin d'astreinte à contacter. Son carnet d'hémophile, 5. À vous de jouer. Il y a une... Voilà, c'est bon. Vous mettez un espace entre les réponses. Alors, bien sûr, ce sont des questions à réponse multiple. Je ne sais pas combien on est, finalement. Oui, peu importe. On va tester avec la première. Ouais, 32 réponses. Vous avez vu ça ? Ça réfléchit. Ou alors, vous avez du mal à appuyer. Non, ça avance bien, regarde. Super. Nickel. Ça marche bien ? Bah, on croise les doigts. On verra. Voilà. Alors, on voit dans les réponses, donc la première réponse, c'est le carnet d'hémophile, avec 86%. Non, 93. Après, on est à 93, d'abord la carte d'hémophile. Oui, là, c'est bien, effectivement. Après, donc, le carnet d'hémophile, les coordonnées CRTH, CTH,
Et après arrive derrière, bien derrière, la dose d'urgence et les derniers examens radiologiques du genou. On va voir les réponses. Alors, en fait, c'est ce qu'il peut avoir. Alors, on va revenir sur la... Donc, la carte d'hémophile, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on leur demande, on leur délivre dès que le diagnostic est fait et qu'on leur demande d'avoir sur eux tout le temps. Parce que c'est vrai qu'il peut y avoir un accident de la voie publique. On ne peut pas forcément savoir que ce sont des patients hémophiles. Et aussi souvent, quand on parle avec les patients, quand ils arrivent aux urgences et qu'ils disent qu'ils sont hémophiles, on ne les croit pas forcément. C'est vraiment, on se trouve face à ce problème de croire le patient. Il a besoin d'une dose d'urgence et on ne le croit pas forcément. Donc c'est important qu'on les éduque à avoir aussi des documents avec des éléments très précis, parce que même ils peuvent se tromper, ils ne savent pas sur quel facteur ils sont. Ça arrive aussi, même quand on fait des enquêtes, voilà, les choses ne sont pas forcément claires dans leur tête. Donc la carte d'hémophile, voilà, c'est une chose dont on leur demande de l'avoir. C'est important d'avoir cet élément-là. Juste élément, dans le cadre des maladies rares, je vous rappelle que ces cartes, qui sont des cartes officielles, qui sont alors hélas plus produites maintenant, mais qui émanent quand même de la DGS, font partie de cette identification de ces pathologies rares. Donc là, évidemment, on se centre sur l'hémophilie, mais il en existe pour plein d'autres pathologies rares. Donc c'est vraiment la notion d'identification de la pathologie et puis d'un certain nombre de gestes à faire en matière de prise en charge. Voilà, donc c'est un élément important parce que quand ils arrivent dans n'importe quelle urgence, ou même pas forcément des urgences, tout le monde ne connaît pas forcément la prise en charge de ces pathologies-là. Donc on rappelle que c'est important d'avoir cet élément sur eux. Et alors aussi le carnet de santé. Donc là, dans ce carnet sont mis effectivement tous les produits qui sont injectés aux patients. Donc il a l'habitude d'utiliser ces carnets-là. Maintenant, c'est un peu dématérialisé. Il y a beaucoup de systèmes dématérialisés pour noter ce qui est administré aux patients. Voilà, donc, les derniers examens radiologiques du genou, ça c'est sûr qu'on ne peut pas avoir, on ne va pas demander d'avoir les derniers examens radiologiques. Ça, on parle d'une urgence, d'une prise en charge d'urgence. On va revenir sur la 3 qu'on a mis en vert. Les coordonnées des CRTH et des CTH, parce que la plupart des patients sont pris en charge. C'est rare qu'il n'y ait pas des patients pris en charge. Donc c'est important que les médecins urgentistes puissent contacter le centre de traitement pour des choses un peu compliquées, voilà, d'avoir des éléments de réponse et avoir des cliniciens qui sont spécialisés. Encore une fois, sur le plan maladie rare, une des critères ou des items pour être labellisé centre maladie rare, c'est cette notion de recours et d'organisation, recours à une astreinte médicale spécialisée. Donc ce qui est vrai là est vrai également dans les autres pathologies rares. Donc ça faisait vraiment partie des critères de la labellisation. Ce qu'on peut également faire, c'est aussi d'appeler les pharmacies des CRTH. Nous, on est appelés pour savoir effectivement si on connaît le patient, sous quel traitement il est. On ne pense pas forcément à appeler nos collègues pharmaciens là où il y a des CRTH, mais vraies ou d'autres pathologies rares, quand on a identifié les hôpitaux qui ont des centres de référence. Carnet d'hémophile, on en a parlé. Alors sur la dose d'urgence, c'est une question, on s'est demandé est-ce qu'on la met en vert, on la met en noir. Voilà. Ça peut être étonnant de se dire est-ce que le patient doit avoir une dose d'urgence sur lui? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que finalement, qui pense que le patient doit avoir une dose d'urgence sur lui? Voilà. Et qui pense qu'il ne doit pas avoir une dose d'urgence? Est-ce qu'on peut avoir votre sentiment? C'est une dose injectable, si j'ai bien compris. Oui. Et en fait, transporter une dose injectable toujours sur soi, il y a un fort risque qu'elle soit altérée, soit par la température dans des conditions de transport, soit par d'autres choses. Je pense qu'il y a des facteurs de détérioration de cette dose qui peuvent être plus dangereux à l'administration que plutôt que de se rendre à un service hospitalier. D'accord. Et quel est quelqu'un qui a un avis différent? Si on peut avoir un commentaire sur... Quelqu'un veut dire pourquoi vous avez dit est-ce qu'il faut qu'il ait une dose d'urgence, à votre avis? Oui. Je pense que dans certains petits hôpitaux, services d'urgence, on n'a pas forcément les traitements à disposition. Puis après, il y a les substitutions. Parce qu'en fait, il est vrai qu'on nous dit que quand un patient est hospitalisé, l'établissement doit fournir la dose, doit fournir les médicaments, en fait. Mais il est vrai que là, il est sur son lieu de vacances.
Alors, on ne sait pas si c'est au fin fond, je ne vais pas dire un département parce que je vais me faire lyncher à la sortie de la salle. Je fais attention. Donc, je veux dire, on peut ne pas avoir un petit hôpital local où il y a un service d'urgence où ils n'ont jamais vu un seul hémophile. Donc, c'est vrai que dans l'éducation thérapeutique, on demande aux patients de partir en vacances toujours avec des doses d'urgence et quand ils arrivent comme ça dans des centres, d'apporter leur propre dose. Alors, je pense qu'il faut aussi moduler certaines choses. Il y a des patients, ça dépend aussi du type de pathologie. Enfin, là, on parle de maladie rare en général. Si on est sur l'hémophilie, un patient hémophile sévère, ça va être complètement différent d'un modéré ou d'un mineur. On ne demande pas le même comportement. Il faut juste savoir que pour les hémophiles sévères, je pense que c'est la seule pathologie où on leur demande de s'auto-traiter en injectable, donc s'injecter un médicament. Je crois qu'il faut qu'on réalise cet aspect-là des choses, parce que leur vie est quand même en jeu quelque part. Donc on va les éduquer à aussi se déplacer. Alors, vous parlez effectivement de la conservation, donc c'est vrai qu'il y en a qui peuvent se conserver à température ambiante et aussi voire à des températures plus qu'ambiantes. Et c'est pour ça qu'on demande, nous, à ce que des essais soient faits lorsque c'est mis sur le marché. C'est un critère extrêmement important à entendre et c'est très important que vous réagissiez là-dessus. Parce que c'est aussi, on doit avoir des études sur ces produits pour savoir si on peut les conserver à température ambiante, combien de temps, est-ce qu'on peut aussi faire l'aller-retour de la température au frigo, parce que souvent on dit une fois que c'est sorti du frigo, ne pas remettre à température. Voilà. Il y a cette problématique qui est importante, qui doit être traitée pour tous les laboratoires qui commercialisent ce genre de médicaments, parce que c'est vrai que c'est important pour certains patients d'avoir leur dose d'urgence, et comme vous dites, il y a certains établissements qui n'ont pas forcément les doses à disposition, et quand il faut traiter rapidement pour ce patient, on va voir un petit peu plus tard, c'est vrai que le délai entre le traitement, l'administration de la dose et l'événement hémorragique, il est extrêmement important, cette pathologie-là. Donc, on éduque le patient quand même à... Toutes les PUI ne peuvent pas avoir le traitement en question. Et après, on va reposer la question de la dose d'urgence. Qu'est-ce que nous, on doit avoir dans notre PUI en stock? C'est aussi une des questions qu'on va avoir. Alors, juste pour dire aussi, donc, ça, vous avez raison sur la température, mais je vous ai parlé d'éducation thérapeutique et c'est aussi dans la pharmacie clinique, vous savez que dans le processus, c'est effectivement aussi dans le processus d'autonomisation des patients, ça en fait partie. Très clairement, ce qui est enseigné dans les programmes qu'on a mis en œuvre avec les patients et dans la rédaction des référentiels nationaux qu'on a écrits avec eux, professionnels et patients, eh bien, cette notion liée à « j'amène mon facteur » est quand même présente. Présente, mais derrière, ça s'assortit de compétences à acquérir sur qu'est-ce que le médicament, comment je dois le conserver, quel risque j'encours si effectivement mauvaise conservation, etc., etc. Donc effectivement, c'est très particulier, c'est assez, on va dire, c'est non orthodoxe par rapport à ce qu'on connaît. Je vous rappelle quand même aussi qu'on est dans un contexte d'urgence, donc les urgences sont des consultations, c'est pas de l'hospitalisation. Très clairement, après, au-delà de la prise en charge immédiate et urgente, derrière, s'il y a une hospitalisation, là, effectivement, on se retrouve dans une logique de j'approvisionne le service d'hospitalisation. Mais sachez que le message qui est donné à ces patients, c'est bien, dans un contexte de sévérité de la pathologie, d'avoir ces traitements et d'être autonome par rapport à ça. On peut aussi citer, dans le cas des maladies rares, dans l'angioëdème héréditaire aussi, d'avoir des traitements sur eux. Juste une petite question, qui dans sa PUI a des stocks de facteurs antihémophiliques ou d'inhibiteurs thianestérase ou d'autres donc beaucoup. Et qui n'en a pas? D'accord, et là, donc la plupart ont effectivement des stocks. On va continuer. Après, il faut savoir lequel vous avez en stock. Alors voilà. Alors, la question suivante. Alors maintenant, on était avant côté patient. Là, on se met côté médecin. Quel élément le médecin doit avoir à disposition pour une prise en charge optimale de ce patient? Médecin urgentiste. Oui, médecin urgentiste, bien sûr, on est toujours dans l'urgence. Alors, 1, dose d'urgence du facteur antihémophilique apporté par le patient. Dose d'urgence du facteur antihémophilique fourni par la pharmacie. La carte d'hémophile du patient, le poids du patient, dose d'urgence d'un autre facteur 8 que celui du patient, coordonnées du CRTH-CTH avec les notions du numéro de téléphone du médecin d'astreinte. Toujours réponse multiple avec un espace. Là, c'est allez, parce
que vous voulez, on n'est plus qu'à 16, 15, 14. Ça manque de motivation, là. 12 secondes. Vous avez vu, vous avez le temps à côté qui défile, donc Plus que 7 secondes. 5, 4. Et après, le DPC n'est pas validé. Ah, parfait. Alors, les réponses, si on commente rapidement, donc la plupart, alors, on va partir sur la carte d'hémophile, donc le médecin aurait besoin de ça, 95% de vos réponses, même 98% son poids, et puis donc les coordonnées du CRTH, et après on arrive à la dose d'urgence apportée par le patient ou fournie par la PUI. Et dans l'ordre, on fournit d'abord, la PUI fournit d'abord. On va regarder les réponses. Alors, donc cette fois, là, on n'a pas mis effectivement, parce que ce n'est pas une obligation pour le patient d'avoir sa dose, et on voit aussi la complexité d'avoir une dose. Voilà, donc ce n'est pas une obligation, et on le voit, la plupart donc, des PUI ont effectivement un facteur, une dose d'urgence pour fournir un facteur anti-hémophilique, ou alors, on parle d'autres pathologies, le traitement d'urgence pour le patient. La carte d'hémophile, c'est important parce que le médecin doit savoir à qui il a affaire, à quel patient il a affaire. Et là, c'est vraiment... certains patients ne savent pas s'ils sont hémophiles A ou B. On a fait des enquêtes, ce n'est pas forcément évident. Et ils peuvent dire des choses erronées. Donc c'est important que le médecin ne se fie pas qu'au dire du patient, mais également ait un élément concret pour faire le traitement. Le poids, oui, parce que c'est effectivement la posologie est par rapport au poids, en unité kilo. Alors, la dose d'urgence d'un autre facteur 8, on va en reparler. Et les coordonnées du CRTH, c'est aussi quelque chose d'important parce que tous les médecins ne peuvent pas être spécialistes d'une pathologie rare. Alors, élément important, c'est une instruction que vous connaissez peut-être. Qui connaît cette instruction du 3 mars 2017 relative à la dispensation des facteurs antihémophiliques 8 et 9? Personne ne la connaît? Si, mais il lève pas la main. J'entends des oui, mais on a peur qu'en levant la main, on pose une question. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas aussi méchante. Alors, c'est intéressant de lire ce qu'il y a. C'était quelque chose qui existait déjà. Alors, Valérie va nous rappeler l'année de 97, donc c'est vieux. C'est un élément, une notion qui existait déjà en 97, et c'était la notion de modification de la prescription, donc du facteur prescrit. C'est-à-dire qu'on pouvait donner en fonction, dans cette instruction, était déjà dit qu'on était obligé de respecter le traitement du patient. La spécialité pharmaceutique du patient. Et ça, sauf en cas d'urgence, c'est important. Donc, et ça a été donc réactualisé et remis en 2017. Et en fait, la présente instruction donc, a pour objet de rappeler au PUI qu'elles doivent être en mesure de dispenser sans modification des facteurs 8 ou 9 prescrits, à l'exception des cas justifiés des situations d'urgence médicale. Et là, on est vraiment dans une situation, dans notre cas clinique, une situation d'urgence médicale. Ça veut dire que là, on peut fournir le traitement qu'on a en stock pour traiter cette urgence. Mais il faut se rappeler qu'en termes de rétrocession, on nous imposait de respecter, on ne pouvait pas faire des switches de traitement. Oui, vous faites allusion. Madame a dit, sauf quand il y a des ruptures, effectivement, c'est une problématique auquel nous sommes confrontés, et pas que pour les facteurs anti-hémophiles, bien entendu. Alors, la question suivante. Alors, celle-ci, c'est une réponse unique. Avez-vous déjà rencontré des difficultés dans la prise en charge des patients atteints d'hémophilie? En fait, c'est sous-entendu, oui, de maladies hémorragiques constitutionnelles. Est-ce que dans la prise en charge des patients hémophiles, ok? Des difficultés sous-entendues, justement dans le contexte là, c'est-à-dire disponibilité, avoir fait des switches. Oui, 1, 2, non. Là, la question est beaucoup plus facile. Bon. Voilà. Alors, est-ce que certains d'entre vous veulent prendre la parole pour nous relater ces difficultés? Vous vouliez faire allusion au problème d'approvisionnement? On a eu du mal à recevoir le Betafac là, il y a un mois ou deux, donc on a appelé le médecin d'Amiens pour de l'Octafix. Mais bon, c'est un peu embêtant qu'il passe de l'un à l'autre. Puis après, on a reçu la commande de Betafac, alors il fallait terminer notre stock. Enfin, ça, on est un peu embêtés.
Oui, des problèmes de disponibilité, ouais. Là, on est sur la tension d'approvisionnement, mais là, on est effectivement, tout le monde est, en termes de tension, c'est sur beaucoup de médicaments. Et là, c'est vrai que c'est particulièrement problématique. Avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que la possibilité d'être en urgence et de pouvoir fournir l'un ou l'autre. Moi, c'est plutôt le cas d'un patient qui refuse en fait d'avoir son traitement d'urgence chez lui. Donc, on n'a pas pu le convaincre. Après, on ne savait pas trop quel conseil donner. Il préfère en fait venir en urgence à notre CH sur l'astreinte et que ce soit nous qui dispensons, pour que ce soit, selon son point de vue, plus sécurisé. Oui, on parle d'autonomie, d'autotraitement, mais c'est pas la majorité des patients sont autonomes, mais pas tous, la preuve. Revenir sur quel argument le patient Ça partait un peu dans des discussions sans fin. Il était un peu têtu et on n'a pas vraiment d'arguments très fondés, mais il préfère en fait pas être responsable de son traitement en urgence, quoi. Il préfère vraiment que ça soit dans un contexte de prise en charge contexte hospitalière. médical en urgence. C'est un hémophile sévère ? Pardon ? C'est un hémophile sévère ? Alors c'est vrai que c'est pas moi qui m'occupe des MDS dans mon CH, mais oui, sûrement. Il me semble que c'est un sévère. Non, mais c'est aussi, je crois qu'il faut aussi respecter. Voilà. Et puis après, c'est une question de. Peut-être qu'il ne s'est jamais trouvé en situation d'urgence sans avoir de produit. Donc, si toujours on lui a fourni le produit, on peut comprendre aussi que. Voilà, pour lui, c'est compliqué de gérer. Son frigo tombe en panne, qu'est-ce qu'il fait ? Enfin, voilà. Et puis aussi, avec la notion du coût de ces produits-là, je pense qu'il y a aussi beaucoup de patients qui sont sensibles à ça et qui n'ont pas envie d'avoir à jeter ces produits-là parce qu'ils auraient périmé, parce qu'ils auraient été mal conservés. Encore une fois, on transfère dans l'éducation thérapeutique, on transfère une responsabilité. On transfère une responsabilité d'administration en IV, mais on transfère aussi une responsabilité de stock. Donc on peut aussi se poser la question. Mais il est vrai que nous, le fait que le patient ou que les parents aient des doses d'urgence pour les enfants ont permis de sauver des situations critiques, notamment sur des hémorragies cérébrales suite à des accidents de la route ou des choses comme ça. Et c'est vrai que le fait que les parents tout de suite ont pensé à emmener directement aux urgences dans des petits centres qui n'avaient pas de produits, et ça a permis de sauver la vie du patient. On a eu plusieurs cas. Autre sondage. Alors, pardon. Non, juste revenir sur les pathologies rares. Isabelle, attends, parce que... Non, juste parce que le truc est lancé. Ah, juste, existe-t-il, pardon, après on va vous dire que vous ne répondez pas. Existe-t-il des procédures spécifiques pour la prise en charge des patients atteints de l'hémophilie ou de pathologies rares ? C'est-à-dire la notion de procédure d'urgence. Procédure d'urgence disponible. Est-ce que dans votre établissement, vous en avez ? Excuse-moi, je vais lancer. C'est-à-dire que, est-ce qu'au niveau des urgences, il y a une procédure sur laquelle peuvent s'appuyer les médecins, les infirmiers, toute l'équipe qui prend en charge le patient ? Oui, est-ce qu'on peut avoir un peu un commentaire ? Ceux qui ont des procédures, qui a répondu oui, c'est intéressant qu'on échange sur ce qui a pu être mis en place et pourquoi ça a été mis en place en termes de procédure. Qu'est-ce qui veut un petit peu sur quel type de procédure ? Est-ce que c'est une procédure au niveau du centre des urgences ? Là où je suis, c'est plutôt à la pharmacie. On a une procédure pour tous les internes de garde au niveau du poste des MDS avec des classeurs qui répertorient tous les hémophiles connus. Où déjà, on donne comme consigne aux internes de déjà regarder ces classeurs-là. Et on appelle toujours un médecin d'astreinte de l'hémostase pour tout ce qui est hémophile. Voilà. Après, au niveau des urgences, je ne sais pas, mais au niveau de la pharmacie, on a déjà cette procédure-là. D'accord. Donc systématiquement, l'astreinte est appelée dès qu'un patient... Ah oui. Ouais, c'est bien d'avoir le relais. Ah oui, oui, voilà, d'avoir le lien et. Ouais. C'est vrai que l'anticipation, c'est vraiment un élément important quand effectivement on n'a pas beaucoup de produits, ou même entre nous, de savoir si un patient va quelque part. Est-ce qu'il y a d'autres procédures ? Quels sont les points sur lesquels vous avez eu à faire une procédure ? Véro, à gauche. Ouais. Toulouse. Bonjour, Julien Jouvelin à Toulouse. Nous, on a des difficultés, en particulier aux urgences. Oui. Alors, on a des procédures spécifiques, bien sûr, puisqu'on a des médecins qui sont centres de référence. Donc, on est... voilà.
sollicités par d'autres établissements. Et on a par contre en interne, donc la pharmacie aussi, bien sûr, l'interne de garde doit se mettre en contact avec l'hémostasien d'astreinte. Voilà. Mais les difficultés que l'on a, c'est au niveau des urgences, de savoir, on a eu des couacs entre effectivement sur la prise en charge de certains patients, des fois sur des libellés, puisque la prescription pouvait être en facteur 8, faite facteur 8 sans spécialité. Et voilà, donc on a eu des switches involontaires. Donc voilà, donc il y a une formation, donc une formation au niveau des urgences régulière qui est faite, alors qui a été mise en place là assez récemment, pour rappeler aux infirmières, aux médecins les procédures et puis les facteurs que l'on a référencés au CHU. Ok. Alors là, on vous avait mis en Rhône-Alpes, par exemple, on a un réseau qui s'appelle ESORA, hémorragie de soins Rhône-Alpes. Effectivement, si tu fais allusion aux urgentistes, et typiquement, on essaye d'avoir des ABAC, des arbres décisionnels pour, vous voyez, les notions, hein, le patient arrive, est-ce qu'il a sa carte ou pas, oui, non, etc. Quels sont les bilans qu'il faut prélever et quelles sont les attitudes. Mais la formation, il y a les documents, les procédures. Idéalement, c'est bien quand c'est les procédures médico-pharmaceutiques, parce que, évidemment, mais la problématique est vraiment, comme tu le soulignes, aux urgences, qui a un turnover très important des urgentistes. Et la formation, c'est une problématique qui revient en permanence. Avec les internes, avec tout ça. Et donc, il faut faire des formations régulièrement. Et je ne sais pas si vous avez eu ce problème-là. Nous, on a eu le problème de la reconstitution des facteurs ou de l'administration. Voilà, avec des... On va voir après, Isabelle. On va voir après. Je dévoile le sujet, là. Je ne connais pas Isabelle le diaporama. donc... Alors, la question suivante. Alors, vous rappelez pourquoi le patient est arrivé aux urgences. Donc, le médecin fait l'examen du genou et diagnostique une hémarthrose aiguë. Alors, l'hémarthrose, c'est un saignement dans la cavité articulaire. Vous avez en bas la petite photo en bas qui vous montre l'hémarthrose. Quelle conduite le médecin doit-il tenir selon vous? Alors, 1. Faire un plâtre circulaire pour immobiliser et comprimer le genou. 2. Ne jamais relever le genou du patient en cas d'hémarthrose. 3. Injecter le facteur antihémophilique en premier lieu. 4. Donner du paracétamol. 5. Attendre le résultat des examens radiologiques ou biologiques avant d'injecter le facteur. 6. Mettre du froid sous la zone douloureuse. Réponse multiple avec un espace. Allez. Ça réfléchit. Ah. Là, ça s'emballe, hein. Parfois, c'est pas assez long, parfois, c'est trop long. Ouais, voilà. Alors, la première chose, tout le monde a répondu, bien sûr, d'injecter en premier lieu le facteur antihémophilique. C'est vrai que là, on n'attend pas tout de suite, avant de faire quoi que ce soit. Après, en 2, vous avez mis donc mettre du froid sur la zone douloureuse. Oui, c'est vrai que ça, c'est on va regarder les réponses. Et par contre, donc le plâtre, vous n'aimez pas trop le plâtre circulaire. Hein, et relever le genou du patient non plus. Voilà, et attendre les résultats, ça. Donc la réponse, là, je crois que Valérie met-nous les réponses. Voilà, c'est vrai que c'est d'abord effectivement injecter le facteur, paracétamol pour la douleur, hein, c'est important. On prend la prise en charge de la douleur chez ce type de patient, c'est pas toujours évident. Pas toujours évident parce qu'on a l'impression que, et même eux, les patients, ont l'impression qu'ils doivent souffrir, ça fait partie de leur vie et c'est quelque chose qu'on ne prend pas forcément en charge. Voilà, donc c'est ce qu'on avait noté dans une population pédiatrique, hein, à travers un travail de focus group auprès de parents, d'enfants, et on s'est rendu compte mutuellement que les parents étaient focalisés sur l'injection du médicament, du facteur, puisqu'ils l'associaient à la douleur, et que du coup, ils omettaient finalement de prendre en charge de manière basique la douleur de leur enfant par le biais de l'utilisation, par exemple, très classiquement du paracétamol, comme on le ferait avec tout autre enfant. Donc c'est vrai que cette tolérance à la douleur, voilà, c'est des choses un peu particulières. Donc on a des... Et mettre le froid, oui, bien sûr, ça c'est une recommandation que tous les hémophiles connaissent bien, hein, c'est mettre du froid sur la zone douloureuse. Alors, petit schéma, mais c'est flou. Donc ça, c'est un schéma qui vous symbolise le mécanisme de l'hémarthrose. Voilà, c'est vrai qu'il y en a de moins en moins... en résumé. Non, juste de dire que c'est vrai que c'est moins
de moins en moins fréquent puisqu'il y a l'injection de facteurs. Donc là, on n'a plus ces patients qui étaient extrêmement atteints et voire amputés. Hein. On a beaucoup de patients d'un âge plus important. On ne le voit plus chez les jeunes. Ou alors, c'est des patients qui viennent d'autres pays qui n'ont pas été traités. Mais c'est vrai que c'était l'amputation assez fréquemment, finalement, pour les anciens. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous, la France, on est un pays riche et on a un accès favorisé et important aux facteurs anti-hémophiliques, alors que dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Donc c'est vrai qu'on est amené à prendre, les médecins sont amenés à prendre en charge des patients. Nous, on a eu récemment un petit Marocain qui avait des articulations, il avait exactement 13 ans, et il avait des articulations d'une personne âgée de 80 ans. Aussi bien y compris au niveau des épaules, il n'avait plus rien au niveau de l'épaule, plus rien au niveau du genou, la hanche, c'était pas mieux, il n'avait que 13 ans parce qu'il n'a jamais eu accès aux facteurs ou très peu. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire ? Injecter le plus rapidement possible le facteur anti-hémophilique, c'est avec donc, le problème d'en avoir en stock dans les pays, et lequel ? Ou alors d'avoir une dose, que le patient ait sa dose à portée de main. Mettre l'articulation au repos, refroidir la zone avec une poche de glace, donner les antalgiques adaptés au terrain physiopathologique, et puis contacter, pour les cas plus compliqués, contacter le médecin d'hémostase pour la prise en charge à discuter. Alors, le médecin de l'astreinte d'hémostase conseille d'injecter le médicament au patient. L'urgentiste appelle immédiatement le pharmacien pour lui dire qu'il va prescrire 40 unités par kilo de facteur 8 recombinant à demi-vie allongée. Le poids du patient, on vous rappelle, il faisait 70 kilos. Donc en calculant, on vous a mis le calcul, 2800 unités à injecter. Cependant, le pharmacien est bien embêté car il n'a pas cette spécialité de facteur 8 dans sa pharmacie. Et le patient n'a pas à mener sa dose d'urgence sur lui. Quel conseil le pharmacien peut-il donner dans ce contexte d'urgence ? 1. Prescrire un facteur 8 disponible dans l'hôpital, plasmatique ou recombinant. 2. Contacter à nouveau le médecin du CTH-CRTH. 3. Transférer le patient vers un autre hôpital possédant le facteur. 4. Contacter les autres hôpitaux pour un dépannage avec la spécialité du facteur 8 demandé. 5. Administrer l'intégralité du flacon reconstitué, soit 3000 unités pour ce patient. 6. Administrer exactement 2800 unités, soit une fraction de la solution reconstituée. Dans la perspective. Voilà. Dans la perspective où il a... Dans la perspective où il a le produit, bien sûr. Hein. Vous êtes d'accord avec moi ? Dans les deux dernières questions, c'est il a bien sûr la quantité de produit nécessaire. Réponse choix multiple, avec un espace. Les réponses. Alors, là, c'est un peu plus partagé. Donc, la première, c'est contacter à nouveau le médecin du centre des hémophiles. C'est la première, vous avez répondu. Après, contacter les autres hôpitaux pour se dépanner. Et après, donc, prescrire le facteur 8 disponible dans l'hôpital. Est-ce qu'on transfère le patient ? A priori, non, on ne transfère pas le patient. Non, mais bien. Qui a répondu, on transfère le patient. 3%. Un vote quand même. Bon, quand même, pour vous le dire, ça arrive des fois. Hein. Non, en même temps, ça dépend aussi. Hein, ça dépend de la pathologie. Ça dépend de l'urgence et de la pathologie. Hein. Si on n'a pas de quoi traiter et que c'est assez grave, ça peut être embêtant. Voilà. Et administrer exactement 2800. Qui a répondu 2800 Elle est dure. Alors, Non, mais c'est important. Enfin, c'est juste pour comprendre hein, la démarche et voir. On va prendre les réponses. Alors. Les bonnes réponses, c'était de contacter à nouveau donc, le médecin, ça peut être une possibilité. Contacter les autres hôpitaux pour se dépanner. Voilà, pour se dépanner avec la spécialité de facteur 8 demandé et administrer l'intégralité du flacon, soit 3000 unités pour ce patient. Oui, en fait, ce qui est important de... On n'a pas répondu, prescrire une autre... Ouais. Bon. C'est le pharmacien. Là, on est côté pharmacien, donc c'est vrai. C'est vrai. Donc du coup, oui, non, on est d'accord. Donc là, l'enjeu, c'est le réseau, c'est le contact avec l'astreinte spécialisée, et c'est la discussion de senior à senior. Et derrière, c'est de dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette situation ? Évidemment, là, dans ce contexte, on a la possibilité, on ne va pas s'arc-bouter potentiellement en fonction
de l'urgence clinique sur la spécialité pharmaceutique, si derrière on a une solution locale, mais ça se discute avec le clinicien. Et à partir du moment où on l'a acté, on prend en charge. C'est ça l'idée derrière. Ça veut dire qu'il doit refaire une prescription. Et alors l'administration... Ouais, non. Pardon ? Alors, c'est vrai que la notion de recours à l'expertise spécialisée est importante. Encore une fois, je vous rappelle que, en théorie, dans la prise en charge de ces pathologies rares, on a la possibilité de recourir à ces conseils spécialisés. C'est pour ça que vous ne devez peut-être pas attendre que le patient vous donne les coordonnées du CTH, CRTH, mais vous, en tant que pharmacien, les avoir déjà dans vos pharmacies pour pouvoir appeler de suite si jamais le patient n'a pas les coordonnées. Et par rapport à la voilà, donc ça c'est le rappel sur l'instruction en cas d'urgence vitale. Bien entendu, on est pragmatique et on prend en charge le malade. On ne s'arc-boute pas sur des choses comme ça. Là, le truc classique là, de la posologie, alors on aime bien, nous les pharmaciens, et c'est normal, en unité kilo, donc on va raisonner vraiment sur une posologie précise. Sauf que, alors ça arrive régulièrement, certains... seniors hyper spécialisés dans leur tête disent mais oui bien sûr c'est tant d'unités kilos, et derrière le problème c'est quand c'est effectivement dit à un urgentiste qui lui va scrupuleusement respecter la vie spécialisée, derrière on va être sur des situations un peu ubuesques. Non seulement on a quand même bien œuvré pour récupérer le médicament, on l'a, et c'est pas pour jeter une fraction de flacon, parce que là par exemple dans le domaine précis on est sur un dosage d'activité biologique, d'accord, donc qui emprunte d'une certaine, on va dire, incertitude. On est sur un poids qui est annoncé de 70 kg, mais parfois, est-ce que le patient a réellement été pesé ? Vous voyez, il y a un certain nombre d'incertitudes qui s'accumulent. Donc derrière, la notion de fractionnement de flacon, c'est quelque chose, on essaye d'être pragmatique. Donc on joue là-dessus, mais par exemple, on est confronté à l'hôpital régulièrement, je le dis souvent aux internes dans la formation de garde. Sur le PPSB, c'est pareil, on est assez dogmatique, on va parfois fractionner. Mais le PPSB, il faut raisonner au flacon entier. C'est typiquement ce type de démarche. Donc voilà, par exemple, nous, dans notre procédure, on essaye d'avoir des messages assez basiques. Il faut rapidement prélever, ne pas fractionner, etc. Donc c'était une illustration. Ah oui. Alors, selon vous, la posologie du facteur anti-hémophilique lors de cet épisode hémorragique est déterminée en fonction de 1. Le poids, 2. La fonction rénale, 3. La sévérité de l'accident hémorragique, 4. De l'âge du patient, 5. De l'objectif thérapeutique après traitement, 6. De la sévérité du déficit en facteur. Réponse en choix multiple, avec un espace. Isabelle ? Isabelle ? Alors, quel risque on va prendre que je me reconcentre sur le poids. Oui, on l'a vu, c'est une posologie au poids. Non, mais c'est bon. Ah oui, pardon. La sévérité du déficit, ça joue, puisque c'est quand même adapté en fonction du taux qu'on a de base. L'objectif du thérapeutique, vous avez répondu en 3, et le poids. Voilà. Bon, on va regarder les résultats pour accélérer. Bien sûr, la sévérité de l'accident hémorragique est liée aussi à la sévérité du déficit initial. Donc, c'est des notions. Donc, la fonction rénale n'intervient pas donc, c'était aussi la notion importante. Donc, oui, on a tout sauf la fonction rénale et l'âge, en résumé. Alors, le pharmacien a pu se procurer 3000 unités du facteur 8 recombinant et dispense la dose à l'infirmière des urgences. Cette dernière, comme vous avez dit, il y a un turnover important aux urgences, rappelle la pharmacie immédiatement qu'elle aura plusieurs questions à poser. Alors, que préconisez-vous ? Alors, 1. Diluer le médicament dans une poche de 50 ml de NaCl 0,9.
2. De réaliser un point de compression 10 minutes après l'injection. 3. Bien agiter le flacon jusqu'à dissolution complète du Yofidiza. 4. Conserver entre plus 2 et plus 8 degrés en cas de non-utilisation immédiate. 5. Administrer le médicament par voie sous-cutanée. 6. D'effectuer la traçabilité de l'administration avec le numéro de lot. Et 7. Utiliser une aiguille 19 gauche, à peu près un trocard. Les infirmières, elles ont un petit peu l'habitude, pour faciliter la reconstitution du médicament. Allez-y. Réponse à choix multiple. Ce sont des questions très fréquentes, en fait. Je ne sais pas Voilà. chez vous, mais on a souvent l'occasion d'avoir ces questions. On a entendu rire sur une des questions, mais je pense que c'est fait assez souvent. Voilà. On en reparlera après. Alors ah oui, parce qu'il était... Alors c'est bien parce que la traçabilité, ça on l'a bien en tête. Hein. On sent qu'on parle à des pharmaciens dans la salle. Impossible de tromper un pharmacien sur le sujet. Peut-être sur le temps où on doit conserver, peut-être. On a peut-être oublié que c'est 40 ans. Donc là, vu l'année, quand on écrit la date de conservation actuellement, c'est quand même, ça fait bizarre. Voilà, donc ça, il n'y a pas de souci. Alors là, bien agiter le flacon jusqu'à dissolution, c'est pas vraiment une bonne idée parce que ce sont des protéines. Et les protéines moussant, c'est après extrêmement compliqué pour récupérer le produit. Donc ça, on va oublier ça. Ah oui, et le conserver donc entre 2 et plus 8 en cas de non-utilisation immédiate. Là, ça va dépendre aussi du produit quand même. Le point de compression, oui, hein, normalement, on doit avoir un point de compression. Alors, on va regarder les bonnes réponses. En termes de bonnes réponses, c'est le point de compression 10 minutes après injection, c'est extrêmement important, mais ça, les infirmières en général le savent. Puis, ce n'est pas forcément une question qui est posée aux pharmaciens, mais c'est peut-être bien de le savoir, nous, en tout cas. La conservation 2 plus 8 en cas de non-utilisation immédiate, c'est vrai que c'est pour une question de bactériologique, hein, si on ne l'utilise pas. Et la traçabilité. Alors, le reste, c'est voie sous-cutanée. Pour l'instant, non, hein, on n'a pas de voie sous-cutanée existante, donc ce n'est pas le cas. Et pour la reconstitution, c'est vrai que il y a beaucoup, les produits sont un peu différents, mais il y a, comme vous le savez, on en a parlé, c'est souvent des traitements que les patients prennent à domicile. Donc il y a des systèmes qui leur permettent une reconstitution beaucoup plus simplifiée pour un patient, mais qui peut être compliquée pour une infirmière. Oui, parce que alors, la fameuse aiguille trocard, là, vous savez, parce qu'on a beaucoup discuté là-dessus, ça sortait d'expériences vécues. En fait, c'est nos fameuses prises d'air. Nous on a des prises d'air. Mais elles n'ont pas de prise d'air dans les services, donc elles ne s'embêtent pas, pouf, elles mettent une aiguille classique, quoi. C'était à ça que ça faisait allusion. Donc évidemment, souvent, elles ne prennent pas effectivement le temps de lire un peu les modes opératoires pour la reconstitution, parce que c'est pas dans leur schéma, elles sont aux urgences. Et donc voilà. Donc souvent, on est confronté quand même à des pertes de produits du fait d'une mauvaise manipulation. Elles n'ont pas percuté correctement le système. Et donc là, on a beaucoup de pertes qu'on fait en sorte de remonter au laboratoire, hein, parce que évidemment, c'est des pertes financières importantes, mais qui sont liées souvent à ces difficultés de mise en œuvre aux urgences. Donc ça nous arrive plusieurs fois d'avoir à redispenser parce que l'infirmière n'a pas pu reconstituer le produit. Je ne sais pas si c'est arrivé. Est-ce qu'il y en a dans la salle à qui c'est déjà arrivé? Ou alors on ne vous le remonte pas forcément? Ça vous est arrivé? Vous n'osez pas lever le doigt. Hein. Lever le doigt. Hein. Et après, est-ce que ça vous... Alors là, on va poser la question, parce que tout le monde a souri quand je l'ai dit. Diluer le médicament dans une poche. Est-ce que ça vous est arrivé déjà? Est-ce que vous avez déjà été appelé parce que le service, ou vous avez constaté après que le produit a été dilué? Alors moi, je lève la main parce que oui. Ouais. Moi, c'est extrêmement fréquent. Hein. Moi, c'est extrêmement fréquent, même si on se bataille pour appeler. Régulièrement, une nouvelle infirmière dit on ne peut pas administrer comme ça, un IV direct, on dilue. Toutes les protéines sont reconstituées et pas rediluées, hein. Y compris, je réinsiste, le PPSB, auquel on est confronté peut-être plus fréquemment. La question, c'est qu'on ne le sait pas forcément. Après, nous, on le sait quand on en discute avec les médecins, quand on fait le staff, et on s'aperçoit, quand ils vont dans les services, que l'infirmière, ils se sont aperçus que ça avait été dilué. Donc, on ne le sait pas forcément. Donc, c'est important de le redire et de donner l'information aux infirmières quand vous délivrez le produit, de donner quelques informations. Donc, je ne sais pas si on a mis... On avait des soucis aussi dans la prescription informatisée, parce que les médecins eux-mêmes, qui ne connaissaient pas, prescrivaient dans un flex. Donc, du coup, on a fait des protocoles préadaptés dans le logiciel de prescription pour arrêter qu'ils prescrivent en flex. Ça diminue l'efficacité des facteurs. Hein. Il y a un impact, la dilution, important. Alors. Donc,
Ça, c'est pour illustrer un peu ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Hein. Donc, ça reprend en fait tous les items et on vous diffusera le document. Mais c'est le type de procédure en fait qu'on peut être amené à rédiger. Ça, c'est un des exemples qu'on a fait pour aider et qu'on dispense à chaque dispensation de facteurs. Parce que les infirmières, ce qui est important, c'est qu'elles l'aient au moment où elles utilisent le produit. Et comme on disait tout à l'heure, elles n'ont pas le temps de développer toute la notice pour relire comment on fait. Donc, elles font instinctivement. Voilà. Et du coup, nous, on a harmonisé un peu et on a fait des fiches pour tous les facteurs où on leur réexplique le système assez simplement avec des photos. On a pris des photos et on leur remet normalement, en gros, le fait de ne pas diluer. Alors, c'est rigolo parce que les industriels font beaucoup de choses. Ils travaillent et c'est super, super bien. Ils font plein d'outils. Donc, on ne peut pas leur dire c'est nul ce que vous faites parce que c'est très bien. Sauf que, vous savez, comme en ETP ou comme dans beaucoup de choses, on a besoin de se réapproprier les choses. Et Isabelle dit un mot très simple et qui est très important, c'est l'harmonisation au sein de nos structures en termes de messages. Et ce type de document, effectivement, en termes de gestion de la qualité, etc., j'imagine que vous avez des systèmes de qualité dans vos établissements, eh bien, ça contribue, on les met disponibles sur ces systèmes et ça contribue à améliorer quand même le message, en fait. C'est des fiches qui sont faites aussi pour les patients, où on leur rappelle qu'il faut pas, là où il faut... éliminer les aiguilles et puis l'étiquette bien sûr, parce qu'on est pharmacien, donc on reparle de l'étiquette. Alors ce patient a été pris en charge aux urgences, formidable, il a effectivement été injecté, évidemment, et puis il va sortir. Et en fait, donc je ne sais pas si vous avez en mémoire ces différents... antécédents médicaux et chirurgicaux. Et donc, son ordonnance de sortie se compose ainsi. Alors, on va juste rapidement la balayer. Hein. Donc, il a de l'acide acétylsalicylique à 75 mg, de l'artorvastatine 80 mg un comprimé le soir, du cardanciel bisoprolol un comprimé à 2,5 mg un matin au soir, du corénitec un comprimé le matin, de l'éplérémone 25 mg un comprimé le matin, du Symbicort un matin et soir, bécotide un matin et soir, bricanil en spray en cas de besoin et de crise d'asthme, du paracétamol à 500 mg, 2 gélules au besoin en cas de douleur jusqu'à 6 par jour, de l'oxazépam 10 mg un comprimé le soir, du zolpidem un demi-comprimé au coucher en cas d'insomnie et de l'efmoroctocog alpha, je voulais le faire quand même, la DCI des facteurs de coagulation étant quelque chose de très aisé à manipuler, 3000 unités tous les 4 jours. Bon, vous voyez que c'est une ordonnance complexe, eu égard à ces fameux antécédents qu'on a évoqués tout à l'heure, que sont son syndrome coronarien doublement ponté, que sont ses antécédents d'asthme, et son hémophilie. Sur le plan, on va dire biologique, donc sur le plan biochimique, donc son bilan est normal, sa créate est à 80 millimoles par litre, son DFG est à 83 millilitres par minute. Il a un bilan hépatique normal. Je vous rappelle que ce patient effectivement avait un contexte d'hépatite B, d'hépatite C, mais traité. Et sur le plan hémato, au moment de son arrivée aux urgences, donc il a une hémoglobine à 149 grammes par litre. Donc a priori, on va dire que il n'a pas été, il n'y a pas eu un syndrome hémorragique massif. Donc ça, c'est intéressant aussi à savoir. Donc son facteur 8 à 35%. Il n'a pas d'inhibiteur. Vous savez que c'est une des complications qu'on redoute le plus dans le domaine de l'hémophilie, mais là, il n'en a pas. Voilà. En termes de comorbidité, l'hémophilie, donc il y a de la comorbidité liée à l'hémophilie. On l'a déjà évoqué, les arthropathies, les infections chroniques, le développement inhibiteur, comme on le disait. Il y a aussi des comorbidités liées au vieillissement, les maladies cardiovasculaires, le cancer, les pathologies rénales, l'ostéoporose, les chirurgies, donc qui sont liées donc à ces problématiques d'arthropathie. Il y a aussi donc des problèmes sexuels. C'est de plus en plus évoqué également dans ce type de pathologie, avec un impact psychosocial et un impact sur la qualité de vie. Donc il y a de plus en plus de littérature sur ces problématiques de pathologies rares, en l'occurrence la hémophilie et sujets âgés.
Alors, ce patient est sortant, il rejoint son domicile. Alors évidemment, comme tout bon hôpital, le pharmacien clinicien va intervenir au moment de sa sortie et va peut-être prodiguer un certain nombre de conseils vis-à-vis de cette ordonnance de sortie. Alors, quels sont selon vous... Alors, je vous rappelle, l'idée est là, n'étant pas de faire une expertise très précise sur l'analyse, l'analyse pharmaceutique. Néanmoins, je vous rappelle, anti-agrégants plaquettaires, un certain nombre de traitements cardio, IEC, etc. Et puis, le traitement de la douleur, son traitement de l'asthme. Mais selon vous, quels sont les principaux points critiques qu'on pourrait relever? Alors, on vous propose. Quels sont les points critiques que l'on peut relever dans l'ordonnance de sortie? 1. Majoration du risque hémorragique avec l'utilisation concomitante d'acide acétylsalicylique. 2. Majoration du risque thrombotique en l'absence de clopidogrel. 3. Majoration du risque de chute après l'utilisation d'une benzodiazépine au long cours. 4. Majoration du risque thrombotique avec l'utilisation du facteur 8 en prophylaxie. 5. Minoration du risque hémorragique du fait de l'utilisation du facteur 8 en prophylaxie. Ça se complique ces réponses. Là, on rentre dans le sujet vif du sujet, ce qui est effectivement pathologie, maladie hémorragique, enfin pathologie rare, et néanmoins prise en charge. Là, on repart, on enlève notre casquette et on prend notre casquette de pharmacien clinicien, on va dire, habituel, sujet âgé. Et qu'est-ce qu'on fait? Voilà. OK. Ah, mais ça évolue un peu. Voilà. Donc effectivement, ce qu'on avait relevé ce qu'on voulait vous proposer comme réponse, on va dire juste, alors il n'y a pas de réponse juste ou vraiment... Effectivement, il y a déjà le premier point qui est lié à la majoration du risque hémorragique avec l'utilisation concomitante d'acide acétylsalicylique. Bon, là, très clairement, ce qu'on voulait pointer du doigt, c'est la problématique de la prise en charge de ces maladies cardiaques, cardiovasculaires, sur des terrains physiopathologiques particuliers que sont, là en l'occurrence, l'hémophilie, mais en tous les cas, un terrain physiopathologique hémorragique. D'accord ? Donc là, on est confronté effectivement à cette problématique parce que là, on est sur un patient vieillissant. Effectivement, ces patients, il y a une espèce de paradoxe, présentent un profil hémorragique et néanmoins, cette pathologie ne protège pas de la problématique du risque artériel, en fait. Donc ça, c'est une notion importante à savoir. Et ce qui nous pose problème, c'est que finalement, la prise en charge de ces patients se fait un peu en tuyau d'orgue. C'est-à-dire qu'on est face à des prises en charge hyper spécialisées et que souvent, on est confronté, peu de gens vont faire finalement la synthèse. Et c'est une vraie problématique auquel on est confronté au quotidien. C'est-à-dire que le cardiologue va être dans sa prise en charge en cardio, l'hématologue dans sa prise en charge en hémato, et souvent, peut-être que le pharmacien d'officine, au final, va peut-être être confronté à cette première question. Eh bien, on va dispenser un antiagrégant plaquettaire chez un patient avec un terrain hémorragique. Sauf probablement, il ne se posera pas la question parce que du fait de cette maladie rare, vous savez que les médicaments de ces maladies rares sont rétrocédés. Donc là, on est vraiment face à un cloisonnement en fait, des informations qui pose problème. Alors effectivement, ce patient-là, en l'occurrence, donc prend des benzodiazépines. Alors là, je pense qu'on peut toujours... la question 3 est valable, bien sûr. La 2, on ne l'a pas retenue parce qu'en fait, ce patient, alors il a fait effectivement un syndrome coronarien aigu et il a été doublement ponté. Et c'est la raison pour laquelle, finalement, vous savez qu'il y a une discussion autour de la monothérapie ou la bithérapie anti-agrégante plaquettaire qui, en théorie, aurait dû être mise en œuvre et qui, pour le coup, là, pour le patient, du fait de son pontage et du fait, néanmoins, de son terrain particulier physiopathologique hémorragique, les cardiologues ont préféré proposer qu'une seule anti-agrégation, un seul anti-agrégant plaquettaire. Donc là, vous voyez, il y a eu quand même une adaptation, une prise en compte de ce terrain physiopathologique un peu particulier. Alors, pour le facteur 8, eh bien, non, c'est bien une minoration parce qu'en fait, si vous voulez, désormais, la prise en charge de ces patients âgés hémophiles présentant des pathologies cardiovasculaires
finalement, on est au début, quasiment au début de ces prises en charge complexes. Et globalement, les hémostasiens, les gens qui prennent en charge les hémophiles, ont une attitude qui est de dire, eh bien, ces patients, on va les mettre en prophylaxie. D'où, là, vous avez rappelé, au début du cas clinique, ce patient était à la demande, il a été mis en prophylaxie. Il a été mis en prophylaxie aussi pour ces raisons-là. C'est-à-dire que c'est toujours une notion de balance bénéfice-risque. Et là, vous voyez qu'on balance entre le risque thrombotique, le risque hémorragique. Et le choix a été fait de dire, eh bien, sur le plan hémorragique, on le met en prophylaxie pour éviter pour restaurer, on va dire, une coagulation relativement normale qui va permettre de traiter son accident cardiovasculaire comme on le traiterait chez n'importe quel patient. Alors, on est au début de ces prises en charge. On ne sait pas trop ce qu'on fait. La littérature commence à s'incrémenter au fur et à mesure, mais ce sont que des registres en fait, qui se mettent en place. Et il y a un registre en France qui est coordonné par le professeur Schwed à Montpellier, sous l'égide de la Comet, qui est une société savante, qui en fait collige tous ces cas de patients. Parce que globalement, on a besoin d'avoir un recul. Et nous, en tant que pharmaciens, on peut aussi contribuer à la collection de ces cas. Et c'est ce qu'on souhaiterait faire aussi, favoriser, avoir une vision vraiment transversale pour pouvoir savoir un petit peu comment faire chez ce type de patients. On a parlé de points critiques, mais maintenant... Quels sont les points d'optimisation que l'on peut préconiser ? 1. Être attentif à la survenue d'épisodes hémorragiques. 2. Ne pas s'automédiquer, y compris avec de la phytothérapie, notamment le ginkgo biloba. 3. En cas de douleur arthrosique, prendre de la prednisolone pendant 7 jours. 4. Repasser à traitement en facteur 8 à la demande. 5. Supprimer la prise de benzodiazépine en raison de l'existence d'un syndrome aigu... Non, c'est son syndrome d'apnée du sommeil, en fait, parce qu'il avait... C'est moi qui ne sais plus lire. Personne n'a envie de répondre. Ça se complique, hein ? On vous a gardé les questions les plus dures pour la fin. Ouais, ça marche plus. Ça marche plus ? Vous répondez ? Alors, reconnectez-vous peut-être, alors. Ah oui, mais on va continuer parce que... On s'arrête dans 8 minutes. Là. Alors, on va continuer parce que le temps avance. Donc, globalement, effectivement, être attentif à la survenue des épisodes hémorragiques. Oui, ça, c'est très important. Parce que je vous ai dit qu'on mettait en place donc, des prophylaxies. Certes, là, en l'occurrence, le patient était préalablement traité par un facteur 8 standard. Et globalement, quand le traitement anti-agrégant plaquettaire a été mis en œuvre, le patient nous a dit qu'effectivement, il avait des syndromes hémorragiques bénins, mais qu'il avait des ecchymoses, etc. Donc, il avait vraiment quand même potentiellement un impact malgré la mise en œuvre de la prophylaxie. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu le choix aussi d'essayer de changer de type de traitement, puisque l'intérêt aussi peut-être de ces demi-vies allongées, c'est aussi d'avoir finalement un taux résiduel suffisamment important qui permette en fait de protéger entre guillemets le patient de manière plus prolongée. Ne pas s'automédiquer, ça c'est évident. On continue toujours à dire ça. Et je vous rappelle que quand on a ces patients en officine de ville, par exemple, eh bien l'OTC, la mise à disposition des traitements comme ça, eh ben, c'est un vrai problème. Et donc, on œuvre beaucoup dans le cadre de nos programmes d'éducation thérapeutique. On a beaucoup d'ateliers autour du médicament. Et d'un des messages que l'on fait passer, c'est ça, c'est de dire attention, même la phytothérapie, comme vous le savez, c'est pas anodin, etc. On essaye d'apprendre à décoder les formules complexes type Fervex et autres, vous savez, où il y a un certain nombre de molécules, pour dire chasser l'aspirine, sachez retenir ça. Voilà. Donc la prednisolone, ça peut arriver ponctuellement. On peut être amené à utiliser aussi quand même des corticoïdes chez ces patients, mais c'est très ponctuel et c'est sur avis médical spécialisé. Voilà. Et puis bien sûr, alors la benzodiazépine, oui, bien sûr, ça on peut. Voilà. Allez, on continue. Un plan pharmaceutique personnalisé a été rédigé par le pharmacien hospitalier. Comment pensez-vous mettre en œuvre un suivi au long cours chez ces patients atteints de maladies rares ? Alors, oui, ça ne va pas marcher, mais... 1. Envoyer une synthèse écrite du PPP aux médecins et aux pharmaciens traitants. 2. Archiver la synthèse écrite du plan uniquement dans le dossier médical du CRTH. 3. Évaluer de manière régulière l'adhésion au traitement.
4, proposer la participation à un programme d'ETP, d'éducation thérapeutique. 5, utiliser la messagerie électronique personnelle de chaque acteur. Ça ne marche pas, je pense. Bon. Peut-être. Non, la problématique, c'est qu'il y a beaucoup d'ateliers qui utilisent. Alors globalement, oui, vous avez vu, hein, la problématique auquel on est confronté pour ces maladies rares, c'est effectivement la gestion vraiment en silo de ces prises en charge de patients. Et globalement, c'est vrai qu'on a très peu la notion de médecin ou de pharmacien. Alors maintenant, on commence à œuvrer sur le concept de pharmacien traitant. Alors, on aurait tendance à dire que c'est plutôt l'officinal, et ce qui paraît logique. Globalement, effectivement, c'est une vraie problématique, parce qu'on ne sait pas à qui, finalement, envoyer cette synthèse et qui peut être, entre guillemets, le destinataire qui va avoir une vision globale. Hein, vous avez vu que les antécédents sont complexes. Hein, parfois, ce sont des patients qui sont traités par des hépatologues aussi, etc. Donc, chacun y va de son couche hyper spécialisée, et globalement, c'est une vraie problématique. Donc voilà. Donc, évaluer de manière régulière l'adhésion, mais ça, c'est oui, c'est au quotidien. Il faut qu'on puisse avoir cette approche, parce que vous avez vu qu'à travers l'ordonnance de sortie, ce sont des traitements lourds, complexes. Donc, il faut quand même qu'on soit aidant de ce point de vue-là. Et évidemment, l'éducation thérapeutique ne peut nous être une grande aide, évidemment. Alors, à son retour à domicile, un membre de l'équipe éducative du CRTH contacte M. B pour lui proposer de participer à un atelier d'éducation thérapeutique sur le médicament. Selon vous, le TP, 1, est une étape du processus du bilan pharmaceutique personnalisé. 2, rend le patient totalement autonome vis-à-vis de son traitement. 3, permet de développer des compétences d'adaptation et d'auto-soin. 4, permet de sensibiliser le patient à la survenue et à la déclaration des effets secondaires des médicaments. 5, permet aux patients de s'automédiquer sans prendre avis auprès d'un professionnel de santé. Ah, ça marche, super. Ah bah voilà. Oui. Oui, voilà, super. C'est... Ouais, bon, on le voit bouger, c'est rigolo. 5 minutes, on a vu. Ouais. 3 minutes, nous. Ouais. On a gagné 2 minutes. Bon, voilà. Effectivement, comme on l'a dit, hein, le TP, c'est bien la fin du processus. Hein. Et quand on parle pharmacie clinique, ça fait partie, bien sûr, du processus de pharmacie clinique. L'idée, c'est de développer des compétences. Hein. Les patients doivent acquérir des compétences. Ils doivent s'adapter à l'évolution des choses et être capables de se gérer. Les sensibiliser à la survenue des effets secondaires. Vous savez que maintenant, les patients déclarent eux-mêmes, peuvent déclarer eux-mêmes leurs effets secondaires. Nous avons travaillé avec l'Association française des hémophiles parce qu'ils souhaitaient s'approprier ça. Et vous verrez en termes d'outils, c'est ce qu'on vous proposera aussi à la fin, mais ça fait partie aussi du suivi. Bien sûr, être autonome, s'autogérer, ça ne veut pas dire les laisser complètement live et croire qu'ils vont pouvoir gérer tout ça. Donc ça, c'est des exemples un petit peu de travaux qu'on fait au niveau de l'éducation thérapeutique. On va très loin parce qu'on va sur des démarches liées, vous savez que l'évolution des traitements, c'est l'évolution sur des paramètres pharmacocinétiques qui vont évoluer. Donc vous voyez qu'on essaye de travailler sur des ateliers qui permettent aux patients de prendre conscience de ces évolutions. On leur fait faire leur courbe de pharmacocinétique pour leur faire symboliser les choses. On essaye dans ces ateliers de les sensibiliser à autre chose que leurs facteurs, très spécialisés. Hein, c'est-à-dire que ça peut être des petits moyens. Le coalgan, l'hexacil en l'occurrence, on utilise l'acide tranexamique beaucoup dans ces pathologies. Et voyez, où puis-je me procurer ces médicaments ? Voilà, ça illustre, et c'est ce qu'on voulait illustrer vraiment à travers cet atelier. C'est-à-dire qu'il y a deux notions, c'est-à-dire l'hôpital, hyperspécialisation, la ville, où finalement il y a toute la vie quotidienne. Et finalement, ce qu'on transpose là au niveau pharmaceutique est vrai au niveau médical, et il va falloir qu'on avance très clairement sur ces pathologies rares pour qu'on arrive à faire des ponts entre toute cette approche. Et c'est là où on va vraiment... c'est l'ambition un petit peu que l'on souhaite porter à travers ça. Vous voyez, pour terminer sur nos patients un peu particuliers, donc ça, c'est la synthèse un petit peu de tous les gens avec qui ce type de patients interagissent. Donc, c'est très compliqué pour eux et pour nous. Et vous savez, dans le bilan de médication, on parle de bilan de médication partagé.
Et pour nous, effectivement, la notion de partage, ça va se finir avec des questions. Pour l'instant, partager, oui, bien sûr. Avec les autres professionnels, c'est indéniable. Mais quoi, comment ? Qui fait la synthèse de toutes ces informations ? Est-ce qu'on pousse en avant ? Et moi, c'est ma théorie. Je pense qu'y compris dans les pathologies rares, il va falloir qu'on se tourne vers l'ambulatoire, y compris dans la mise à disposition des médicaments. Je pense que le passage en ville, y compris de certains médicaments très spécialisés, eh bien, c'est une hypothèse à relever. Bien sûr, en organisant ça et en organisant ce parcours, on ne peut pas faire des passages en ville. On prend l'exemple des hémophiles sévères, 2000 hémophiles, 22 000 officines. Il n'y aura pas de facteur 8 dans toutes les officines françaises, bien entendu. Donc, c'est des choses à adapter, mais c'est des choses qu'il faut peut-être qu'on projette à l'avenir et qu'on soit en capacité de faire des propositions. Juste Isabelle ? pour savoir, y a-t-il des pharmaciens d'officine dans la salle ? Non, parce que c'était hospitalier. C'était hospitalier. Ouais. Non, mais il y en aura qui auraient pu venir. Hein. Voilà, et puis il y a un point aussi auquel nous souhaitions aussi faire allusion, c'est la problématique de l'accessibilité et du maillage. L'accessibilité aux médicaments, c'est un point clé. Vous l'avez vu, on l'a évoqué au départ, sur les problématiques d'accessibilité dans le cadre des urgences. Donc ça, c'est aussi un point dans lequel le plan maladie rare insiste fortement. On a des outils, on les mettra à disposition. Il y a un certain nombre d'outils. Donc, dans le cadre du groupe Permedes, on est vraiment à votre disposition pour échanger avec vous autour de tout ça. On envisage éventuellement de proposer un travail de recherche sur justement la collection de cas cliniques un peu évocateurs de type tel qu'on vient de le présenter au niveau des patients. Je pense que du patient du cas clinique présenté. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on souhaiterait vraiment développer et partager avec vous. Vous avez peut-être des questions ou des remarques ? Vous avez des questions ? Voilà. Donc, merci à vous. Alors,